Bonjour à tous, je sais pas si vous vous rappelez de moi, mais il y a 3 4 ans, si c'est pas plus, je faisais des vidéos sur YouTube où je parlais de mes lectures et ça m'avait plus trop plu au bout d'un an et du coup j'avais arrêté. Mais j'avais quand même continué à regarder des vidéos sur YouTube, enfin sur Booktube. Et là, depuis septembre, en fait, j'ai commencé un apprentissage pour être libraire. Du coup, je lis plus qu'avant, je découvre plein de nouveautés, je découvre plein de lectures. Et du coup, je me suis remise à regarder plus de vidéos YouTube sur des livres pour être un peu à jour de tout ce qui se fait. Et vu que j'ai pas le temps de tout lire, au moins je peux conseiller, même si j'ai pas lu les livres. Et du coup, en fait, à force d'en regarder, ça m'a juste donné envie de m'y remettre. Donc voilà. J'espère que ceux qui se rappellent de moi sont contents. Voilà. Je suis un peu partie aussi sans prévenir. Je suis désolée, mais ça me plaisait plus du tout. Du coup, on va commencer tout de suite parce qu'en fait, j'ai envie de vous présenter mes dernières lectures. Donc, il y en a beaucoup. Enfin, pas depuis ces 4 ans parce que voilà, ça durerait une éternité. Mais mes dernières lectures depuis septembre-octobre, enfin, elles sont pas toutes là parce qu'il y en a beaucoup que j'emprunte à la librairie pour les conseiller. Donc, j'ai pas forcément les livres en ma possession et de toute façon, ça ferait trop. Je vais d'abord commencer par tout ce qui est jeunesse, tout ce qui est ensuite BD, ensuite tout ce qui est roman de littérature générale. Voilà. Donc en premier, je vais vous présenter Imposteur de Scott Westerfeld. Vous savez, c'est en fait la suite 10 ans après des Uglies. Donc je m'étais dit qu'il fallait absolument que je lise parce que j'avais adoré quand j'étais ado, quand j'étais au collège, je crois. J'avais adoré cette série et j'ai bien aimé. J'ai eu un peu de mal quand même avec l'écriture parce que je lis plus de littérature générale en ce moment, donc c'est très bien écrit et puis c'est directement des auteurs français, donc là c'est traduit. L'écriture est pas fabuleuse, mais l'histoire est intéressante. En fait, on suit des jumelles qui en fait, il y en a une qui est un peu sous les feux des projecteurs, qui est un peu la starlette, tandis que l'autre reste dans l'ombre et apparaît seulement pour les combats. Il y en a une qui doit rester belle et l'autre en fait qui est un peu le garde du corps de l'autre. Et personne n'est au courant qu'elles sont deux, tout le monde pense qu'il n'y en a qu'une seule en fait. Et du coup on suit le point de vue de celle qui est cachée. Elle va se retrouver un petit peu à subir le complot politique de son père qui va l'envoyer surveiller une famille du clan adverse, sauf qu'elle va s'enticher du jeune homme. Et il s'avère qu'elle va, voilà, elle va peut-être remettre en question son père et ses croyances. Et il y a pas mal d'actions. On a des clins d'œil avec les autres tomes en fait, sur le monde qu'il y avait dans cet homme, sur certains des personnages. Là c'est vraiment 10 ans après, donc il n'y a plus de glisse, il n'y a plus de poétise, il n'y a plus de secrets ni rien. On est bien après ça et c'est pas mal. C'est pas la lecture du siècle, mais c'est quand même une bonne lecture. Ensuite, en ce moment, je suis en train de dévorer cette série-là. Donc La Passe Miroir. J'avais lu la moitié du premier tome quand je faisais des vidéos, en fait, à peu près. Et j'avais pas trop accroché, je sais pas pourquoi. Je trouvais ça trop lent, j'aimais pas le fait que ce soit trop politisé. En fait, ça me changeait de mes lectures jeunesse de l'époque, qui étaient pour le coup. Ça avait pas mal d'action, mais ça racontait pas grand chose, enfin moins de choses que ici. Et là, en fait, vu que tout le monde m'en parlait, me disait que c'était absolument incroyable, et que le tome 4 sortait, voilà, je me suis dit, ce serait bien que je le lise pour pouvoir le conseiller. Et j'avais pas forcément la foi de le lire. Du coup, j'ai acheté l'audio. Et en fait, il est tellement bien raconté, l'histoire est tellement intéressante que depuis, je quitte pas en fait. J'ai lu de suite. Et le soir, parce qu'en fait, j'écoutais l'audio parce que à cause de la grève des trains, enfin bref, je pouvais plus lire dans le train, du coup, j'écoutais ça dans la voiture. Et le soir, j'étais tellement à fond dedans que j'avais quand même mon audio et je lisais en même temps l'histoire et c'est fabuleux parce que les personnages ils sont tellement bien, ils sont tellement développés, le monde il est incroyablement riche. Enfin, c'est un réel plaisir de plonger dedans.
Il y a plein de magie, enfin, je pense que vous connaissez tous, mais moi je trouve ça incroyable. Vraiment, il est génial. Le tome 2, j'ai aussi adoré. Vraiment, j'ai adoré. Lui, pour le coup, je ne l'ai pas du tout écouté, je l'ai entièrement lu de A à Z, mais ça se voit parce que du coup, il est un petit peu destroy de partout. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Et ouais, je l'ai trouvé passionnant. Là, il y a un peu des meurtres, faut savoir qui c'est, pourquoi. Très intéressant. Et là, en ce moment, je suis en train de lire le tome 3. Et ça, là, je l'ai dû lire en 3 jours, quoi. J'ai lu 440 pages en 3 jours. Bon, ça va, c'est pas non plus énorme, mais en fait, j'aime tellement que je fais que lire. J'adore. Là, Ophélie se retrouve à Babel, dans une arche qu'on connaît pas du tout, et on découvre un peu l'univers qu'il y a là-bas, toutes les règles, comment sont les habitants, et puis elle se retrouve dans une autre intrigue où elle va essayer d'être avant-coureuse, enfin bref. Plein de choses qui se passent, plein de nouveaux personnages, une intrigue super intéressante. J'ai hâte de finir de lire le tome 4 qui fait beaucoup parler de lui. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Nos éclats de miroir de Florence Hinkel. Ce livre, alors je l'avais lu pendant un stage en librairie, je sais plus quand, c'était en 2018 je crois. Et je l'avais pas lu, parce qu'il m'intéressait pas plus que ça. Mais on me l'avait donné, donc je l'avais pris. Puis, quand j'ai commencé mon apprentissage en librairie où je suis, il était en rayon en fait, il y avait plusieurs tomes et je me suis dit que voilà, j'allais lire pour savoir si c'est bien, pouvoir le conseiller si jamais. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est sous forme d'un journal intime et de quelques poésies. En fait, la jeune fille, elle s'est dit que c'était dommage qu'Anne Frank n'ait jamais eu de réponse à ses lettres. Elle écrivait tout le temps à une certaine Kitty, mais Kitty ne l'a jamais répondu. Enfin, on ne sait pas, en tout cas. Et du coup, elle s'est dit qu'elle allait être cette Kitty et qu'elle allait lui répondre. Du coup, elle commence ses lettres par Chère Anne et en finissant par Kitty. Et en fait, que ce soit Anne et Cléo, elles s'appellent, elles font face toutes les deux à quelque chose de pas très... un peu, comment dire, à des choses pas simples qui leur arrivent dans la vie. Bon, c'est sûr, c'est pas tout à fait du même style, parce que entre la guerre et une jeune fille qui vit au XXIe siècle, c'est quand même différent, mais il lui arrive quand même des choses pas cool. Et en fait, toutes les deux, elles savent pas vraiment comment faire face, et elles ont trouvé comme arme l'écriture. Donc c'est pour elles, toutes les deux, un exutoire. Et elles adorent ça, et elles se confient à leur journal, ça les aide beaucoup. Donc ici, la jeune fille, voilà, elle écrit avec beaucoup de poésie, beaucoup de comment dire, un petit peu de pathos, mais c'est pas non plus too much. Enfin, elle parle de ses sentiments sans détour, quoi. Donc c'est très touchant, moi ça m'a beaucoup émue. Et ça fait aussi des rappels à l'œuvre d'Anne Frank. Donc pour les jeunes qui sont curieux, qui ont aimé Anne Frank ou qui ont un peu la flemme de lire le journal d'Anne Frank, passer par là, c'est une bonne idée, ça peut donner envie de lire le livre, le journal d'Anne Frank. Donc je pense que c'est pas mal. Ensuite, j'ai lu un livre en VO qui est Heartstopper de Alice Oseman, donc chez l'éditeur Odeur. Et donc c'est un roman graphique en anglais. Donc j'ai pris celui en anglais parce que apparemment la traduction française était nulle, donc j'ai préféré lire en anglais, sachant que c'est une BD, donc franchement, à part 4 mots, j'ai absolument tout compris. Et voilà, c'est pas mal de replonger dans une lecture en anglais, parfois c'est sympa. Et ouais, donc en fait, j'en ai tellement entendu du bien que j'ai un peu craqué, j'ai fait mon mouton, j'ai écouté l'avis populaire, quoi. Mais j'ai bien fait, parce que même si c'est pas non plus la lecture du siècle, ça reste vraiment très mignon. En fait, on suit 2 jeunes hommes qui, un est gay et l'autre pas du tout. Ah non, c'est l'inverse. Lui est gay et lui pas du tout, à la base. Et ils se rencontrent un peu par hasard. Alors lui, du coup, il tombe follement amoureux de lui.
mais il pense que l'autre est pas du tout gay. On se doute bien que voilà. Et donc voilà, c'est mignon. Il y a un peu ça parle un peu d'harcèlement scolaire, d'acceptation, de plein de choses, du coming out. Voilà, c'est vraiment mignon. Les dessins sont assez simples mais sont efficaces. Donc voilà, je conseille. Ça se lit hyper facilement. Voilà, moi je l'ai lu entre 2 tomes de La Passe Miroir. Voilà, parce que j'avais besoin d'un peu sortir de ce monde hyper dense. Et ça fait le taf. C'était bien. Donc ensuite c'est aussi une BD, mais c'est pas vraiment de la jeunesse parce que c'est assez dur comme thème. Donc ça c'est Crocodile, les crocodiles sont toujours là de Juliette Boutan et Thomas Mathieu chez Casterman. Alors pour vous expliquer, c'est dans cette BD, les hommes qui sont des prédateurs sexuels sont représentés sous forme de crocodiles. Donc en fait on suit le point de vue, chaque page ou double page sont une histoire vraie d'une jeune femme qui est tombée sur un crocodile. Donc ça va de la simple drague un peu voire beaucoup harcelante dans la rue à un viol. Donc c'est très dur comme BD. Il y a des passages quand même drôles, heureusement, parce que sinon ce serait un peu impossible à lire. Mais je trouve que c'est une BD qu'il faut lire, qu'on soit une femme ou un homme, qu'on a été victime ou pas, parce que voilà, elle apprend plein de choses. On nous rend compte qu'on soit un homme ou une femme, pareil, que parfois on peut avoir un comportement un peu néfaste. Et voilà, c'est super intéressant, c'est d'utilité publique. Il faut le lire, je pense. Tout le monde doit le lire. Mais public averti quand même. Ensuite, j'ai lu La Maison d'Emma Baker chez Flammarion, qu'une amie m'a fait dédicacer parce que j'ai pas pu y aller. Je vais vous trouver ça. Voilà. Et voilà, en fait j'ai voulu le lire parce que je l'ai vu passer dans la grande librairie, l'autrice, et en fait ça m'a beaucoup interpellée. Donc c'est un sujet qui peut être controversé parce qu'en fait c'est une jeune fille qui lance un peu un pari avec son petit copain qu'elle pourrait tenir 2 ans dans un bordel en fait, enfin dans une maison close légale en Allemagne. Et en fait c'est vraiment l'autrice qui a donc fait ce pari avec son petit copain parce qu'il lui a dit oh tu tiendrais pas 2 jours, c'est pas ton truc. Et en fait c'est une jeune femme qui est très curieuse, qui aime beaucoup son corps et qui aime beaucoup faire l'amour, voilà, elle se le cache pas du tout et elle a envie d'essayer autre chose puisqu'elle a 25 ans ou quelque chose comme ça, et du coup elle a envie de s'amuser, elle a envie de faire ça, et voilà. Donc elle découvre le monde de la prostitution, un peu de luxe quand même parce que elle a pas n'importe qui comme client, c'est pas dans la rue, enfin c'est quand même fait assez proprement. Et voilà, on suit son point de vue tout le long. Elle raconte aussi ses amitiés avec d'autres prostituées. Elle parle beaucoup de ses clients, que ce soit des plus gentlemen ou pires psychopathes possibles. Donc en fait, c'est un récit qui est très bien écrit, qui n'est pas choquant, qui est très intéressant et que j'ai beaucoup aimé lire. Voilà, et c'est pas dérangeant, c'est pas sale, c'est pas édulcoré non plus, c'est très réaliste. Elle parle des choses telles qu'elles sont et voilà. Sachant que c'est une prostituée qui a aimé son métier, qui va le dépeindre quand même tel qu'il est. Et voilà, parce que la plupart du temps, quand on lit un livre d'une prostituée, c'est souvent qu'elle est dépressive, elle finit droguée, ou alors elle a décessé son métier, elle finit avec des maladies ou je ne sais quoi. Là, non, pas du tout, elle a juste fini par arrêter de travailler là-dedans parce que les 2 ans s'étaient écoulés, qu'elle avait fait le tour et qu'elle voulait autre chose. Mais elle a bien plu, enfin ça lui a bien plu quoi. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai aussi fait dédicacer par l'autrice. Bon, cette fois, j'étais là. Enfin, je me suis fait dédicacer le livre toute seule. Et cet auteur est tellement drôle. C'est Titu Lecoq. Et le titre, c'est Balzac Honoré et moi. Et ouais, elle est super drôle. Elle est super attachante.
Et du coup, j'ai adoré son livre. En fait, c'est une fille de ma classe qui l'a lu et qui nous l'a conseillé. Et je me suis dit, tiens, Balzac, j'en ai lu de ses romans, mais voilà, j'en ai pas eu un souvenir impérissable, quoi. Et du coup, je me suis dit que une biographie délirante sur Balzac, ça pourrait être sympa. Parce qu'on a tellement une image un peu sacrée des auteurs classiques que c'est bien un peu d'en parler autrement. Et en fait, c'est super drôle. On connaît Balzac comme étant un super auteur de réalisme, de naturalisme, de voilà. On connaît Balzac pour ça, mais on connaît pas le Balzac, l'homme qui se cache derrière tous ces romans. Et en fait, on se rend compte qu'à l'époque, il était assez mal vu, qu'il n'était pas très apprécié, que ce soit en tant que personne ou en tant qu'auteur. Parce que c'est un des premiers à avoir écrit un peu à l'appel, chaque mois il sortait un livre. Il voulait vraiment faire de la littérature son gagne-pain, et c'était assez mal vu. Tout le monde pensait qu'il aimait pas écrire, qu'il faisait ça pour l'argent, alors qu'il adorait ça. Il dormait 4 heures par nuit parce qu'il faisait qu'écrire, il passait son temps à écrire. Mais par contre, ce qu'on savait pas du tout, ou alors très peu, c'est qu'il était hyper dépensier, il savait pas du tout gérer son argent. Il disait à une maison d'édition qu'il allait écrire un livre, il demandait l'avance du salaire, il dépensait son argent et des fois il écrivait même pas le livre. Il voulait faire les économies, mais il se disait mais attends, comment je vais faire les économies? Il se dit bon, pour faire un livre, ce qui coûte cher c'est d'imprimer, du coup il achète une imprimerie. Ça coûte cher d'éditer un livre, du coup il achète une maison d'édition. Enfin, que des choses qui pourraient paraître logiques dans sa tête, mais qui en fait lui faisaient dépenser plus d'argent que prévu. À la fin de sa vie, pareil, il s'est acheté une énorme demeure avec un énorme jardin qu'il n'arrivait pas à entretenir parce qu'il était seul avec sa femme. Et il avait tellement plus d'argent à la fin de sa vie que il écrivait sur les murs cheminée en marbre, peinture de Rembrandt, enfin voilà. Il avait plus d'argent du coup, vu qu'il pensait, enfin il était persuadé que s'il n'était pas entouré de luxe, il pouvait pas écrire, il pouvait pas être inspiré. Du coup, il faisait croire qu'il vivait dans du luxe alors que, en fait, il avait juste une maison un peu vide, quoi. Plein de choses comme ça. On suit vraiment son addiction au luxe, à un peu, comment dire, il avait un peu, je perds mes mots. Enfin, il adorait il adorait l'excentrisme. Voilà, il adorait être habillé avec des plumes et des couleurs et des fanfreluches, des machins. Il avait une canne avec des diamants dessus. Enfin, c'était vraiment tout un personnage en fait. Et c'était super intéressant de le suivre. Et c'était surtout super drôle, quoi. C'est hyper drôle. Enfin, elle écrit ça d'une façon pas du tout familière, mais pour autant elle arrive à faire rire à peu près tout le monde, je pense, n'importe quel âge. C'est hyper rocambolesque, comme Balzac, c'est hyper drôle, je conseille. Ensuite j'ai lu le tome 2 de La Servante écarlate de Margaret Atwood, donc c'est les testaments chez Pavillon Robert Laffont. J'ai adoré, j'avais adoré le tome 1, j'ai adoré la série. Du coup, j'étais trop contente d'avoir une espèce de suite et du livre et de la série parce que l'auteur a pris en compte les deux. Donc ça se passe, il me semble, 15-20 ans après l'action du livre et en même temps la sortie du premier livre. Et c'est génial. On suit le point de vue de deux jeunes filles, une qui est à Galéade et qui suit le cursus classique pour devenir une charmante épouse. On suit une jeune fille qui est au Canada et qui essaie de un peu rentrer dans la résistance parce qu'elle n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe de l'autre côté aux États-Unis, donc elle essaie de changer les choses. Et on suit aussi Tante Lydia. On découvre en fait qu'elle n'est pas du tout ce qu'on pensait être dans le tome 1, donc c'est super intéressant. On apprend qui est devenue bébé Nicole, qui elle est aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va faire ensuite quand on va le découvrir parce qu'elle sait pas qui elle est. C'est super intéressant. Le ton est différent, c'est un peu plus actuel, il y a de l'humour. C'est pas du tout écrit comme le premier et c'est une
plutôt une bonne chose parce que ça peut toucher plusieurs personnes. Enfin, ça peut plaire à plus de personnes que le tome 1 je pense. Et dans ce tome, il n'y a pas tout cet aspect un peu choquant qu'il y avait dans le tome 1, parce qu'on n'est pas du point de vue d'une servante, donc c'est une lecture qui est quand même plus agréable que le tome 1. Donc je conseille, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Protocole gouvernante de Guillaume Lavenant chez Rivage. Pareil, qui est une lecture qui m'a été conseillée par une fille de ma classe, qui a adoré ce livre, c'est un énorme coup de cœur pour elle. Et du coup, j'étais curieuse de savoir pourquoi. Surtout que le speech m'a trop plu. En fait, c'est une espèce d'organisation de gouvernante qui envoie ces femmes dans des familles. Et leur but, c'est d'être indispensable au sein de la famille. Donc voilà, devenir la meilleure amie de la mère, remplacer un petit peu la mère pour les enfants, peut-être être la maîtresse du mari. Donc voilà, au début, elle paraît être comme quelqu'un de tout à fait respectable, qui fait son métier voilà, convenablement. Puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait, il y a quelque chose qui se cache derrière cette femme, et c'est pas seulement sa personnalité qui est malsaine, c'est toute l'organisation qui se cache derrière. Et un jour, il se passe un drame, et il y a une espèce de révolution, enfin c'est un peu latent. On sent qu'il y a une tension dès le début, on sent que quelque chose va se passer, mais on sait pas quoi. Et jusqu'au dernier mot, on ne saura pas quoi. Et c'est tout le charme du livre. Vous allez voir, c'est assez flamboyant. Ensuite, j'ai lu Journal de Elle de Christophe Tison, je sais pas, chez Édition Goutte d'Or. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est en fait le point de vue de Lolita de Nabokov. Je sais pas si vous connaissez, je pense que si quand même. Et c'est hyper bien écrit, le style est divin. Et le livre est aussi divin, tout doré comme ça. On suit enfin le point de vue de cette jeune fille qui était dépeinte dans Lolita comme une jeune fille certes mineure, mais qui cherchait un peu ce qui lui arrivait, alors qu'en fait pas du tout. Enfin, on s'en doute, mais c'est pas écrit comme ça, du moins. Et on se rend compte qu'en fait, est bien ce qu'on se doutait est en fait juste un pédophile qui est un peu incestueux en plus de ça, qui se sert un peu de cette jeune fille un peu naïve qui se sent un peu seule pour se servir d'elle. Donc on suit cette amitié, cette relation familiale en même temps malsaine entre ces deux personnages, les amours de Lolita, ses fugues, tout ce qui se passe dans l'original, mais de son point de vue. Et ça change la donne parce qu'on n'a pas du tout cette impression qu'elle cherche ou qu'elle a envie que tout ça se passe, mais plutôt qu'elle subit, qu'elle accepte parce qu'elle est là, c'est qu'elle sait pas comment faire autrement, que voilà, elle a que ça, donc elle connaît que ça, donc elle sait pas comment faire, enfin voilà quoi. C'est assez fort, c'est très bien, mais voilà, c'est un peu déprimant, faut se l'avouer. Ensuite, j'ai lu Les Heures indociles de Eric Marshall chez Pocket. J'avais jamais lu de lui, donc je m'étais dit que ça allait être l'occasion, parce que le sujet m'a bien botté. Bon, je l'ai pas fini par contre. Parce que c'est un énorme pavé de 900 pages pratiquement, et sur le moment j'avais juste pas envie de rester 900 pages dans la même histoire. J'avais envie de changer un peu, donc je l'ai arrêté, mais je vais le continuer parce que j'ai adoré. On suit le point de vue d'une suffragette, donc ça se passe début 19e, enfin début 20e. Et c'est voilà, le point de vue d'une suffragette qui est hyper militante, qui fait plein de manifestations, qui allait plein de fois en prison, qui prend la parole en public pour dire la vérité. Un médecin qui met un peu en place les urgences à l'hôpital, qui de plus pense que la médecine occidentale ne se suffit pas elle-même. Du coup, il essaie un peu de
de faire de l'acupuncture ou d'utiliser un peu de médecine chinoise, qui est assez mal vu à l'époque. Tout le monde pensait que c'était un peu de la sorcellerie ou que c'était les charlatans en fait qui faisaient ça, sauf que en fait ça marche. Enfin en tout cas ça marche quand il le fait. Tout le monde pense que c'est... Enfin, à chaque fois qu'il guérit quelqu'un, la personne guérit plus vite que si c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Hein. Ça fait vraiment... il pique vraiment l'intérêt, ce personnage. Et on suit aussi un comédien, poète très fantasque qui tombe éperdument amoureux d'une dame de la grande société qui est mariée, donc voilà. C'est un personnage qui est très extraverti, qui adore faire des farces où il fait semblant d'être mort, mais en fait il est vivant. Enfin, il fait que des espèces de canulars grandeur nature. Son but en fait c'est de passer le plus possible dans les journaux. Il veut qu'on parle de lui, il veut faire marcher le plus de personnes possible. Enfin, c'est hyper drôle. Et voilà, ces trois personnages sont hyper intéressants, hyper attachants. L'histoire, voilà, leur destin se relie, se croise, se mêle, c'est très intéressant. Et je vous conseille, surtout si vous aimez bien Londres et l'histoire. Et ça parle de féminisme, donc c'est très cool. Ensuite, j'ai lu une lecture que j'ai vraiment adorée. C'est Le ciel par-dessus le toit de Natacha Apana, chez Gallimard. Donc c'était une lecture que j'ai entrepris pendant la rentrée littéraire de septembre. Et c'est le livre qui me tentait le plus, et c'est le livre que j'ai le plus adoré au final, qui n'a pas gagné de prix, je suis très déçue, mais il a été sélectionné dans plusieurs prix, c'est déjà pas mal. Et ouais, c'est génial. C'est en fait... on est tout de suite dans l'action, on comprend pas ce qui se passe, on est tout de suite dans l'histoire, quoi. C'est dès le début, on n'a pas envie de lâcher le livre, dès le début, on veut savoir ce qui se passe, on veut comprendre. C'est happant, quoi. En fait, on suit le point de vue d'un jeune homme qui s'appelle Lou, qui a 17 ans, et il se fait arrêter par les flics, on sait pas pourquoi. Et on a le point de vue ensuite de sa mère, de sa sœur, et au fur et à mesure des pages et des points de vue, on découvre ce qu'il a fait et pourquoi. Et donc, on le découvre assez vite, hein. Mais en fait, il a roulé à contresens sur l'autoroute alors qu'il n'a pas de permis. Et on va découvrir pourquoi il a fait ça. Et c'est juste poignant. Parce que c'est un peu... Comment dire? C'est un peu du réalisme moderne, je dirais. Parce qu'on se rend compte que comment nous a éduqués nos parents, ça va se répercuter dans notre vie adulte, dans comment est-ce qu'on éduque nos propres enfants, et comment ça va les forger. Et en même temps, il y a ce côté hyper sérieux, mais c'est en même temps hyper poétique. Et on apprend beaucoup sur soi en lisant ce roman. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place, enfin, tout ça. Et c'est une lecture qui est très intéressante parce que je trouve que les personnages sont d'une profondeur rare. Ils sont tellement palpables quand on les lit. On arrive tout de suite à les comprendre, à se mettre à leur place, à se rendre compte que voilà, ce qu'ils ont vécu, bah, c'est pas évident, ou voilà, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place, quoi, encore une fois. Et ouais, c'est vraiment à lire, c'est super court, mais ça a tellement de matière que c'est génial, quoi. Et enfin, j'ai lu mon premier polar. Enfin, j'avais lu Les histoires extraordinaires de Poe, Edgar Allan Poe, mais c'est un classique, donc voilà. Et lui, pour le coup, c'est un polar très moderne, parce qu'il fait partie de la réédition, enfin de la nouvelle collection noire de Gallimard, qui a été... Enfin, ils reprennent la collection qu'ils avaient arrêtée. Donc c'est Nadine Mouk de Hervé Prudon. Donc c'est un peu un ovni, ce livre. Je vais vous montrer les illustrations à la fin pour que vous compreniez à quel point c'est un ovni. Donc il y a des dessins un petit peu surréalistes à la fin, comme ça. Donc ça représente bien l'univers du livre. Empreint de folie, d'humour noir. C'est un livre qui est très brut, qui est très trivial. Un peu poétique quand même.
mais surtout très noir. On n'a aucun répit, quoi. Aucun répit, c'est hyper noir. En fait, on suit un jeune homme qui vit dans une cité dont la mère se fait tirer dessus. Elle lui dit pas au début qu'elle s'est fait tirer dessus, donc elle sort de la foule et en fait, il se rend compte à la fin que sa mère est morte. Il sait pas trop quoi faire du cadavre, du coup, il la laisse dans une chambre et du coup, ça pue. Enfin bref, c'est un peu dégueulasse, mais voilà, c'est que j'ai vraiment l'impression que ce personnage en fait est tout le temps bourré. C'est la façon dont c'est écrit. C'est en fait une succession de virgules et de phrases hyper longues avec plein d'adjectifs. Ça va vite en fait, c'est haché. On dirait vraiment que le mec est sous drogue ou sous alcool tellement c'est incompréhensible ce qui se passe dans sa tête. Et ce qui se passe est aussi incompréhensible. Y a aucune limite en fait dans ce livre. C'est hyper noir, on rencontre des personnages dont Nadine Mook qui est une jeune femme dont le narrateur tombe amoureux, mais elle est un petit peu spéciale, comme lui d'ailleurs. Enfin, tous les personnages sont très spéciaux, l'histoire est très spéciale. C'est intéressant parce que c'est un ovni, donc vous pourrez pas lire de livres comme ça, c'est pas possible. Vous allez peut-être avoir du mal à comprendre au début parce qu'il faut rentrer dans l'univers qui est assez spécial. Mais voilà, c'est étrange, c'est glauque, c'est très sombre et très intéressant. Moi j'ai bien aimé le lire. C'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, plus on avance, plus ça devient glauque. Donc c'est peut-être un peu compliqué pour ceux qui lisent pas du tout de polar, comme moi par exemple. Mais c'est, si jamais vous savez pas quoi lire et que vous avez envie de sortir de vos sentiers battus, lire quelque chose qui va vous donner une claque tellement c'est différent, bah c'est le livre pour vous. Voilà. Et j'en ai fini, et heureusement, parce que ça fait quand même plus de 30 minutes que je parle. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve dans les commentaires, en espérant qu'ils seront nombreux, parce que ça me fera plaisir de vous parler par commentaire, c'est ce que ça fait longtemps. Que ce soit les nouveaux, les anciens. Je vous dis à la prochaine fois. J'espère refaire des vidéos. Si ça vous a plu surtout, et voilà. Bonne journée, bonne lecture et au revoir.